Donc je vais changer un tout petit peu le tri, ce sera pourquoi, quand et comment évaluer l'atteinte structurale au cours de la spondyloarthrite axiale. Et il y a beaucoup de choses que vous connaissez, c'est les topos un peu scientifiques, surtout le pourquoi et le comment. Par contre, ce que je voudrais discuter avec vous en fin de présentation, c'est le quand. Quand évaluer l'atteinte structurale au cours de la spondyloarthrite axiale, et j'essaie d'expliquer pourquoi. Alors la première question, c'est comment on fait l'atteinte structurale au cours de la spondyloarthrite. Et en fait, on peut toujours se poser la question, quelle localisation, quel domaine, quel instrument? Parce que dans la spondyloarthrite axiale, en fait, vous savez qu'il y a un débat depuis plusieurs décennies, c'est que veut dire axial? Est-ce que c'est le rachis? Est-ce que c'est les sacroiliaques? Ou est-ce qu'on inclut dans l'atteinte axiale les articulations des racines des membres, c'est-à-dire les épaules et les hanches? Et il y a la discussion de savoir on les met dans l'atteinte axiale ou on les met dans l'atteinte périphérique, et depuis un temps fou. Là, par exemple, je rappelle que l'atteinte structurale la plus invalidante, c'est la coxopathie. Et dans la spondyloarthrite, en opposition à la polyarthrite rhumatoïde, dans la polyarthrite rhumatoïde, quand on évalue l'atteinte structurale, les dommages structuraux, pas l'inflammation, les dommages structuraux, généralement on a recours à la radiographie et qui va essentiellement évaluer deux domaines qui reflètent le concept de destruction. C'est-à-dire que soit vous avez des érosions osseuses, des géodes, donc c'est la destruction osseuse sous-chondrale, soit vous avez l'atteinte cartilagineuse, la diminution de l'interligne articulaire. Donc c'est soit la destruction du cartilage, soit la destruction de l'os. Dans la spondyloarthrite axiale, c'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'on pourrait dissocier tout à l'heure, dans les cas cliniques, je vous ai présenté, peut-être qu'il y a une différence entre synovite et anthésite. Ben c'est pareil pour l'atteinte structurale dans la spondyloarthrite. Il y a un domaine qui s'appelle la destruction. La destruction cartilagineuse, c'est la coxite, la coxopathie destructrice, par exemple. Ça, c'est le cartilage qui est abîmé. Avec l'anthésite, au début, il y a une destruction osseuse, mais minime, mais qui va très vite après évoluer vers une construction. C'est les flammèches, c'est les syndesmophytes. Donc, dans la spondyloarthrite, on a ces deux notions. Il faut se dire, mais finalement, qu'est-ce qui est important? Vous savez que dans la polyarthrite rhumatoïde, on a bien montré que les géodes ou l'atteinte osseuse, on s'en fout, parce que ça ne donne pas de handicap, alors que la diminution du cartilage, elle a tout de suite un impact sur le handicap du patient. Donc les gens se disent, bon, c'est artificiel, les autorités sanitaires font le score de Désiré de Sharp, mais en fait, tout est souvent, c'est un score qui fait à la fois l'atteinte osseuse et l'atteinte cartilagineuse, mais quand vous regardez bien les résultats, tout est drivé par l'atteinte osseuse, qui est la moins pertinente sur le plan clinique. Et de démontrer dans la polyarthrite que vous avez un effet positif sur l'atteinte cartilagineuse, c'est beaucoup plus compliqué. Et dans la spondyloarthrite, on va se retrouver avec la même difficulté, c'est-à-dire qu'on aimerait bien montrer qu'un traitement a une action sur le cartilage, mais c'est plus facile de démontrer une action sur la construction, c'est-à-dire diminuer le nombre de syndesmophytes. Et depuis longtemps, on espère avoir, par exemple, que depuis l'utilisation des anti-TNF, vous n'avez pas besoin d'avoir recours à la prothèse totale de hanche au cours de la spondyloarthrite. Ça, ce serait bien. On a ces données dans la polyarthrite rhumatoïde, où ce n'est pas une donnée d'évidence de grand niveau, c'est une évidence temporelle. C'est-à-dire que depuis l'arrivée des anti-TNF, dans les pays comme l'Espagne et les pays scandinaves, en France, malheureusement, on n'a pas de registre aujourd'hui qui nous permettent ça de manière très bien, d'évaluer ça très bien, c'est qu'on a une diminution du nombre de prothèses articulaires dans la polyarthrite rhumatoïde depuis qu'on utilise des biothérapies. C'est juste une corrélation temporelle, mais quand même, on semblerait que c'est un impact, et ça, c'est un impact important pour les patients. Et dans la spondyloarthrite, on va avoir exactement la même problématique. Alors, quel instrument on va faire? Il y en a trois possibles. Au début, là, j'ai marqué la progression radiographique, mais si vous voulez voir l'atteinte structurale, soit les radiographies standards, soit le scanner, soit l'IRM. Et je ne sais pas si vous... Oui. J'ai pas les diapositives pour ça, mais
à l'heure actuelle, si c'est pour une approche diagnostique, c'est-à-dire si vous voulez savoir si oui ou non il y a une atteinte structurale, pas inflammatoire, des sacres iliaques. L'inflammatoire des sacres iliaques, il n'y a qu'un seul examen, c'est l'IRM. La scintigraphie osseuse, oubliez-la. Donc c'est l'IRM. Moi je ne parle pas de ça, je parle de l'atteinte structurale. L'atteinte structurale, c'est la radiographie ou le scanner. Ou l'IRM, mais l'IRM partie atteinte structurale. L'IRM voit l'inflammation, mais peut également voir la destruction. Et je vais y revenir, je pense, après. Et donc ces 3 examens, pourquoi on voudrait évaluer une atteinte structurale? À quoi ça sert de faire une radiographie du bassin, une radiographie du rachis ou un scanner? À quoi ça sert de vouloir évaluer? Ça peut servir pour évaluer la sévérité, pour prédire la sévérité ou pour évaluer l'effet thérapeutique. Évaluer la sévérité, est-ce que oui ou non le malade a une coxopathie? Parce que si vous avez une spondylarthrite et que le malade a une coxopathie, immédiatement vous savez qu'il est dans les sévères. En France, maintenant la caisse d'assurance maladie nous regarde et ils ont accès à une base de données. Et par exemple, dans la région Île-de-France, on trouve tout de suite des chiffres sur les 4000 malades qui sont classés comme spondylarthrite en Île-de-France, 20% sont sous biothérapie. 20% des malades de spondylarthrite considérés sont sous biothérapie. Et si vous les mettez qu'en plus, ils ont une coxopathie définie par c'est 80%. Donc, et c'est normal. Les médecins, dès qu'ils voient quelqu'un qui a une coxopathie, le considèrent comme sévère, si vous voyez une spondylarthrite. Alors, si jamais vous pouviez refaire ça, ce serait bien. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit encore vrai en 2020. Ça, on est dans les années, il y a longtemps, où on avait comparé quelle est la probabilité d'observer, si vous prenez une cohorte de spondylarthrite vue ici versus vue en France, quel est le pourcentage de malades qui ont une coxopathie après 10 ans d'évolution de la spondylarthrite? À l'époque, en France, on était à 15% de coxopathie. Au Maroc, on était à 50%. On avait refait l'analyse quand Pascal Codepierre était interne dans tout le Maghreb. On avait retrouvé les mêmes résultats. C'était en gros, que ce soit la Tunisie, l'Algérie ou le Maghreb, on avait confirmé sur plus de 500 malades que la probabilité que vous observiez une coxopathie au cours de la spondylarthrite était de 50% après 10 ans d'évolution. On va bien savoir si ça a diminué. Si c'est toujours vrai ça. C'est la même chose? Que ça diminue? Que ça diminue? Juste pour le truc, c'est que fait l'analyse, donc ça c'était le pourcentage, mais on avait regardé aussi, dans tout le Maghreb, qu'est-ce qui expliquait que les malades allaient faire une coxopathie? Et vous saviez ce qu'on avait sorti de l'analyse multivariée, c'est ceux qui avaient passé les 7 premières années de leur vie dans l'oued, paumés, où il n'y avait pas l'eau courante. L'absence de réfrigérateur à domicile, pendant les 7 premières années de la vie, et l'absence d'eau courante, le gars qui est au fin fond de... était beaucoup plus au risque de faire une coxopathie. Suggérant par là que c'est peut-être pas la génétique, parce que génétiquement, entre la France et le Maroc, il n'y en a pas, a priori. Et par contre, les facteurs environnementaux sont très importants. Et c'est amusant parce que Bernard Amor, qui avait publié les cas d'arthrite réactionnelle de Fissanger-Leroy-Reiter en Algérie, il partait de la théorie suivante. Si vous naissez dans un endroit où il n'y a pas d'eau, où vous êtes avec certains germes, bactéries, mais que vous supportez, il n'y a pas de problème, sauf que vous ne faites pas d'arthrite, mais vous allez faire une spondylarthrite sévère. Par contre, si vous prenez le bidas de Clermont-Ferrand, qui a 18 ans en 1957, pour l'amener en Algérie faire la guerre, lui, d'un seul coup, il va se retrouver dans un environnement microbien qui sera complètement différent, et là, il va exploser. Il explose comment? Ça s'appelle la maladie de Fissanger-Leroy-Reiter. Donc avec deux théories différentes. Donc si vous êtes, il y a peut-être une stimulation antigénique qui fait que, et c'est très intéressant de regarder les facteurs environnementaux. Ça peut dire que ceux qui sont intéressés, après, Corinne Miceli, chez nous, on travaille beaucoup avec l'équipe de gastroentérologie de Lille et de Saint-Antoine sur le microbiote et le mycobiote au cours de la spondylarthrite, et c'est très intéressant. Mais ce serait bien de vérifier ça là. Alors, l'atteinte radiographique structurale des sacroiliaques, bon, toutes les publications scientifiques font référence au score modifié de New York.
stade, tout le monde est au courant, enfin, stade 2 au moins stade 2 bilatéral ou stade 3 unilatéral. Tout le monde fait ça. Quand vous envoyez votre malade et vous prescrivez une radiographie du bassin avec suspicion de spondylarthrite, qu'écrit le radiologue dans son compte-rendu? Quelle est la probabilité que vous trouviez dans le compte-rendu du radiologue le score modifié de New York? Jamais. Pourquoi? C'est idiot? Hein? Donc je pense moi j'ai essayé que les deux SFR, la Société française de rhumatologie et la Société française de radiologie, se mettent et s'assoient en disant, c'est pas possible, c'est qu'il y a deux mondes complètement différents. Il y a le monde des publications scientifiques où on fait les critères modifiés de New York, et il y a le monde de la pratique quotidienne où c'est, oh oui, là il y a une sacroïlite. Non mais c'est pas tout. Je trouve ça pas normal. Donc là, je pense qu'on a un travail à faire, et même les rhumatologues, hein, dans combien de comptes rendus de consultation et d'hospitalisation, le rhumatologue prend la radio de bassin et dit, atteinte 1 à droite, 3 à gauche, ou 1, personne. Enfin, dans mon service, c'est pas fait en tous les cas. Hein. Mais je pense que c'est dommage parce que ça permettrait d'uniformiser le langage. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose de faire une radio du bassin alors que le malade vient vous voir pour la première fois? C'est couillon parce que la radio du bassin, ça doit nous montrer qu'une atteinte destructrice. Une atteinte, la radio de bassin ne montre pas l'inflammation des sacroiliaques. Elle montre les dommages structuraux. La sclérose sous-chondrale, le pseudopincement, ça c'est des dommages structuraux. Mais si c'est la première consultation, normalement il n'a pas fait des dommages structuraux. Eh bien si. Et vous voyez que dans la cohorte désir, c'est à peu près 26%. C'est très intéressant. Donc, il semblerait que la maladie ait démarré bien avant. André Caline avait fait un calcul, et que grosso modo, s'il retraçait en partant en arrière l'atteinte radiographique du rachis en fonction des années d'évolution, il trouvait que la maladie apparaissait en moyenne à l'âge de 8 ans. C'est complètement arbitraire, c'est peut-être faux, mais donc il est probable que la maladie elle est à bruit, sans bruit clinique, et elle commence déjà à entraîner des dommages structuraux avant que vous ayez. Deux conséquences. La première conséquence, c'est que, et la deuxième chose, c'est que ce 25%, il est amusant, parce que si dans la polyarthrite rhumatoïde, vous faites des radiographies des mains et des pieds, même si le malade ne se plaint pas des pieds, à la première consultation d'une femme qui vient et qui a une raideur matinale et des synovites des deux mains, la probabilité que vous trouviez des géodes de la métatarsophalancienne du 5e orteil, c'est 20 à 30%. Donc, dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est exactement la même chose. Vous avez une atteinte structurale avant la maladie. Hein. Deux conséquences. La conséquence pratique à l'échelon individuel pour nous tous, c'est vous trouvez que ce verre est à moitié vide ou à moitié plein. Généralement, tout le monde considère qu'il est à moitié plein. C'est-à-dire que, au vu de ça, quand même, c'est un examen simple. Si jamais vous avez une sacroïlite certaine chez un gars qui a des lombalgies inflammatoires à 30 ans, vous avez le diagnostic et c'est fini. L'affaire est pliée, ça coûte pas cher, et puis de toute façon, ça vous sera utile parce qu'en plus, vous voyez les hanches sur radio de bassin. La deuxième chose, pour ceux qui veulent faire de la recherche clinique, c'est qu'à l'heure actuelle, en Europe, il y a toute une mouvance pour faire la recherche, les cohortes, comme Espoir Maroc ou Espoir France ou Désir, c'est pas les faire sur des malades, c'est les faire sur des pré-malades. Donc à l'ELAR, il y a un groupe, une task force, un groupe de travail malheureusement les jeunes Français ne se sont pas mis dans ce train-là, c'est d'aller travailler les pré-clinico-olérés, c'est-à-dire soit des gens qui ont que des arthralgies, soit des gens qui n'ont rien mais qui ont des anti-CCP positifs, et de les suivre pour voir. Donc vous entendrez de plus en plus parler de toutes ces nouvelles cohortes européennes qui ne sont pas des cohortes de malades, mais c'est des cohortes de personnes avec, par exemple, anti-CCP positifs. Et là, si vous allez à l'ELAR, vous verrez qu'il y a plein de publications là-dessus. L'idée, c'est d'essayer d'intervenir le plus rapidement possible et de pouvoir traiter. Et je pense que, je dis ça parce que c'est la même chose dans la spondyloarthrite. On a le même raisonnement. En tous les cas, la radio de bassin, beaucoup considèrent que c'est logique. C'est bien, mais il faut faire attention parce que, comme pour l'IRM inflammatoire, la radio de bassin, c'est pas le Graal.
C'est pas si évident que ça de dire c'est sûr que c'est une atteinte. Là, c'est Anna Molto qui a fait ce travail. Il me manque une partie ici, c'est le pourcentage de malades qui répondent aux critères modifiés de New York, où elle a pris des malades, d'une part les malades de désir, qui sont ici, donc déjà la première consultation, elle les a appariés, on a cherché, c'était vachement difficile, hein. Il a fallu que Lariboisière, Lapitié, Cochin s'y mettent, pour trouver des malades du même âge, qui avaient 3 mois de lombalgie, mais mécanique certaine. Lombalgie mécanique certaine apparaissant à l'âge de 45 ans, mais mécanique certaine. Bien, donc, elle a retrouvé à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il y a, à la première consultation, 25% des malades, ou 28% là, quand elle avait relu, des malades qui répondaient aux critères modifiés de New York. Mais attention, la lombalgie mécanique était à 15%. C'est-à-dire qu'un malade sur 6, en lecture aveugle, on ne sait pas quel est le diagnostic, eh bien, il y avait un malade sur 6 qui répondait aux critères de New York. Donc, c'est pas parce que vous avez des anomalies des sacroiliaques que le diagnostic est certain pour autant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces histoires d'imagerie, il n'y a jamais une spécificité très très forte. Par ailleurs, et ça c'est l'horreur pour les rhumatologues et les radiologues, quand vous demandez à 2 personnes de lire la même radiographie du bassin, vous avez des résultats dramatiques. Alors, je vais vous raconter une histoire personnelle. Vous savez que j'étais jeune chef de clinique quand j'étais chez Bernard Amor. Bernard Amor a utilisé des critères depuis 5-10 ans, quand j'étais, moi, chef de clinique. Et j'ai dit à Bernard Amor, mais monsieur, il faut que vous publiez les résultats. En fait, c'est un peu moi qui ai écrit l'article, et il l'a publié dans la revue du rhumatisme. Mais en même temps, j'ai dit, il faut absolument que ça sorte de France. Il n'y a pas de raison, ils sont superbes ces critères. Donc, j'ai réussi à convaincre un groupe de travail avec André Kalin, Henning Zeidler, Arnold Klatz, Mariam, une Finlandaise. Ils étaient à Paris, moi j'étais jeune chef de clinique. On les a pris pendant 2 jours. Et mon idée, c'était qu'ils acceptent de faire une étude pour valider les critères d'Amor. Et j'ai perdu. J'ai pas réussi à les convaincre. Mais à la fin du 2e jour, ils m'ont dit, Maxime, tu vas faire une étude pour élaborer des critères de spondylarthrite. Et donc c'est comme ça que naissent les critères de l'ESSG. Parce que si vous regardez dans la liste de publications, c'est quand même curieux qu'en 1990, vous avez les critères de la mort, et en 1991, vous avez les critères de l'ESSG. Et pour faire les critères de l'ESSG, il y avait une réunion à Pise, en Italie, où j'avais amené avec moi une pochette de 50 radiographies de bassin, 25 de spondylarthrite, 25 de lombalgie mécanique. Et je leur ai pas dit à tous c'était des grands patrons pour moi, et je leur ai fait lire les radiographies. L'horreur. C'est publié, le CAPA, pour ceux qui s'y connaissent, c'est à 0,39. C'est-à-dire que si vous demandiez à Bernard Amor ce qu'il pensait des radios, versus André Kalin ce qu'il pensait des radios, ils ne disaient pas la même chose. Ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et depuis, ça a été renouvelé. Nos collègues hollandais ont montré que vous soyez rhumatologue ou radiologue, c'est la même chose, c'est aussi nul. Que vous soyez professeur ou interne, c'est pareil. Le professeur n'est pas moyen. Que vous soyez expert en spondylarthrite ou pas expert, c'est pareil. Donc la radiographie du bassin, c'est vraiment compliqué à lire. Mais bon, ça reste quand même... Valérie de Vauchel, à Brest, on fait une étude qui est assez intéressante, elle est assez ancienne, qui a montré quand même que si vous faites un scanner, c'est beaucoup plus facile à lire, c'est beaucoup plus sensible et beaucoup plus spécifique entre la radio. Donc, dans les cas douteux, le scanner a posé un problème, c'est ce que fait Walter Maximovic, c'est que si vous faites un scanner standard, en particulier à une jeune femme, il faut lui dire que le risque d'avoir un cancer de l'ovaire dans les 30 ans qui suivent est multiplié par 3, après un seul scanner pelvien. Oui. Alors, combien de vous dites ça à vos malades avant de faire un scanner? Donc, aujourd'hui, le scanner, si vous voulez être complètement transparent, c'est pas génial, hein. Et donc, la tendance est plutôt le low dose, la petite dose, hein, que ce soit le scanner thoracique, que ce soit, hein, et le low dose semble marcher très bien. Il y a une radio que j'ai pas montrée aussi, c'est EOS. Je ne sais pas si vous avez EOS. Vous n'avez pas EOS? Donc, qui est très très peu irradiant. En particulier, quand on doit faire un bilan complet de la spondylarthrite, vous faites à la fois rachis et bassin d'un seul coup, et la radiation est 10 fois moindre qu'une radiographie standard. Donc, s'il y a un doute sur le plan du diagnostic, c'est le scanner qui va montrer les dommages structuraux plus facilement. L'IRM, elle commence à naître.
les gens se disent, est-ce qu'on ne peut pas mettre les liens parce que vous faites qu'un seul examen et vous avez les deux en même temps. Vous avez du côté, est-ce qu'il y a une atteinte inflammatoire et d'un autre côté, une atteinte structurale. Mais alors là, autant l'inflammation, n'importe quel couillon peut lire du blanc en STIR, autant aller voir des érosions ou aller voir un peu de sclérose, c'est un peu plus compliqué, surtout que les petites érosions, tout le monde en a. Hein, donc, il y a toute une discussion au sein de la SAS pour dire à quel moment on peut dire que oui, il y a quand même une atteinte structurale. Et on est en ce moment un type de au moins 5 érosions pour dire là, il y a une atteinte érosive, parce que c'est pas une ou deux érosions, la spécificité serait très très mauvaise. Pourquoi faire rechercher l'atteinte structurale? Pour prédire la sévérité à long terme. Et simplement, là, vous résumez un travail qu'a fait Sofia Ramiro. Sofia, c'est une Portugaise qui est mariée à un Hollandais maintenant en Hollande, et qui avait fait ce travail sur la cohorte désir, qui pour regarder quelle est la probabilité, si vous voulez savoir si le malade va évoluer en termes de spondylarthrite ankylosante, faire des syndesmophytes dans l'avenir, eh ben, c'est ceux qui ont une atteinte structurale au départ. C'est toujours comme si vous êtes malade au départ, vous allez être encore plus malade à l'arrivée. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, si vous avez une atteinte des sacroiliaques au départ, à baseline, la probabilité d'avoir des syndesmophytes après 5 ans d'évolution est 17%. Si vous n'avez pas d'atteinte, c'est que 6%. La même chose, si vous avez au moins un syndesmophyte à la radio à baseline, la probabilité d'avoir au moins un autre syndesmophyte est 42%. Donc, grosso modo, vous dites, ça vaut le coup quand même, parce que ça va m'orienter quand même. Si je vois aux premières consultations, si je vois des syndesmophytes, si je vois une sacroiliite, même si je diagnostique une spondylarthrite, ça va m'aider, ou ça va être un des arguments supplémentaires pour initier des traitements. Évaluer l'effet thérapeutique. Alors là, vous avez plein de publications à l'échelon de groupes de patients. Vous savez que malheureusement, je dis bien malheureusement pour la communauté rhumatologique, parce que ce sont des médicaments très chers, on a du mal à prouver l'effet structural des biothérapies. Hein, de montrer que si vous donnez le médicament, parce que c'est long, ça bouge très peu le MSAS, la probabilité d'avoir de nouveaux syndesmophytes. Et généralement ce qu'on fait, c'est que vous traitez les malades en ouvert pendant 2 ans, vous prenez des radios avant, vous prenez des radios au bout de 2 ans, et vous les comparez à une cohorte historique. Alors déjà, la cohorte historique s'appelle Oasis, hein, qui est une cohorte qui a été faite... j'ai 2 secondes, je fais une digression. La cohorte Oasis, c'est Outcome in Ankylosing Spondylarthritis International Study. On était dans un oasis, loin dans le Pacifique, avec Désiré Van der Rijs de Bendigmans et les gens de Pfizer, qui développaient une molécule qui s'appelle le Tenidap. Ça vous dit rien, si Anagia, elle se connaît. Il a été éliminé après, mais grosso modo, c'est un INS plus anti-IL6. Et à l'époque, c'était la première fois où il y avait une firme pharmaceutique qui se disait, on va être capable de montrer non seulement l'effet symptomatique, mais également l'effet structural. Donc on a designé un essai thérapeutique sur 2 ans, INS versus Tenidap. On avait naproxène versus Tenidap. Et on disait, on va avoir un effet positif sur la structure. Juste au moment où on allait commencer l'essai thérapeutique, Tenidap a été éliminé parce qu'il avait une atteinte une atteinte tubulo-interstitielle avec une densitométrie osseuse qui baissait chez les gens. Donc on n'a pas fait l'essai thérapeutique. Mais Pfizer a été assez sympa, comme on avait presque tout mis ensemble, écoutez, évaluez l'effet structural, donc faites des radios itératives. Donc entre Cochin, Gant en Belgique et Leiden, on a fait une cohorte de patients et on les a suivis et on continue à les suivre. Hein. Et cette cohorte, on avait donc des radios et on les a servis comme radio-contrôle. J'ai jamais cru que c'était bien parce que les malades de l'époque étaient plus sévères que les malades de maintenant. Et toujours est-il qu'on est incapable, quelle que soit la molécule, de démontrer l'effet structural à l'échelle d'un groupe de patients. Et ça, il est évalué sur la radiographie du rachis. Et essentiellement, les syndesmophytes. Pourquoi on n'arrive pas à démontrer l'effet structural? Une des premières explications, c'est tellement lent qu'il faut attendre plus longtemps. Alors on a quelques données comme ça, par exemple là, c'est des données allemandes de Xenophon Bariakos, qui montrent qu'en fait, on arrive à montrer une différence entre ceux qui ne prennent pas de biothérapie versus ceux qui en prennent, une différence, mais seulement après 6 à 8 ans d'évolution. Si vous regardez bien cette courbe, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'on a l'impression que c'est ici, là, que c'est anormal.
Et ça, c'est les gens sans biothérapie entre la 6e et la 8e année. Et là, on a vraiment du mal, et Xénophon est le premier, à dire, est-ce que c'est pas le hasard qui a fait qu'ils ont pu démontrer ça? Parce que c'est pas... Pourquoi d'un seul coup, entre la 6e et la 8e année, il y aurait une aggravation de la progression structurale? Donc c'est pas évident. Il y a des études américaines quand même qui disent à peu près la même chose et qui ont exactement le même chose, c'est-à-dire que dans le usual care, c'est-à-dire sans biothérapie, ça s'aggrave au bout d'un certain temps, alors que ça ne s'aggrave pas. C'est les deux seuls arguments qui sont pas, c'est pas dans des essais thérapeutiques, hein, qui peuvent dire que finalement il faut attendre très longtemps pour prouver que les biothérapies ont un effet structural pour empêcher la construction osseuse. En fait, moi j'ai fait par analogie à la polyarthrite, où dans la polyarthrite, en fait, on ne regarde pas ce qui est le plus important pour le malade. On ne regarde pas la probabilité d'avoir une atteinte du genou ou des hanches. On regarde les petites articulations. On regarde les mains et les pieds. Et c'est sur les mains en disant que c'est un surrogate marqueur, c'est-à-dire que c'est un critère intermédiaire qui traduit l'atteinte structurale, et que si on a un effet là-dessus, ben on dira que c'est... Et par analogie à ça, et tout le monde l'accepte, hein, ça. Même les autorités, la FDA, l'IMI acceptent ça. Et dans la spondylarthrite, je me dis, mais si on, et pour la polyarthrite rhumatoïde, c'est impossible de démontrer un effet structural dès lors que vous avez passé 5 ans d'évolution. Il faut voir l'effet structural, vous faut être au tout début de la maladie. Les polyarthrites, très récentes. Tous les firmes pharmaceutiques font ça. Pour démontrer l'effet structural, on prend des polyarthrites récentes. Ben, j'ai dit, et pourquoi on n'appliquerait pas la même chose à la spondylarthrite? Mais la spondylarthrite, qu'est-ce qui bouge au début? C'est pas le rachis. Il y a très peu de syndesmophie. C'est les sacroiliacs qui vont bouger. Donc il faut pas regarder le rachis, il faut regarder l'évolution de la sacroiliite. It, c'est un mauvais terme, parce qu'en médecine, it veut dire inflammation, et sacroiliite radiographique, non, c'est dommages structuraux observés à la sacroiliaque. Et donc on a fait ça, et on a comparé les malades de désir de la cohorte française qui ne prenaient pas de biothérapie pendant 2 ans, on les a appareillés avec une moyenne statistique un peu complexe à des malades qui avaient reçu de l'étanercept dans une étude qui s'appelle EMBARC, mais de spondylarthrite récente, et on a regardé les variations de l'atteinte sacroiliaque. On les a fait en double aveugle, lecture en aveugle et tout, et vous voyez qu'une chose, c'est que finalement, les gens de la cohorte désir se sont aggravés à la radio, alors qu'il n'y avait pas d'aggravation dans la cohorte anti-TNF. Et pareil, alors ça c'est quand vous prenez les critères de York-Donifié, c'est du oui ou non, c'est du gros machin là, hein. C'est comme si vous disiez à la radio des mains et des pieds, oui il y a plein d'atteintes, et personne ne fait ça. On prend souvent une variable quantitative qui est beaucoup plus discriminante, qui est plus facile à montrer une différence entre traitements. Et si vous faites par exemple le pourcentage de malades et qui ont au moins une modification d'un grade, c'est-à-dire de grade 1 au grade 2, de 2 au 3, de 3 au 4, d'un grade, hein, et sans considérer les 0 à 1, parce que 0 c'est strictement normal, 1 je ne sais pas, donc cela vous ne les considérez pas, c'est-à-dire que 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4 au moins, alors vous avez 10% dans le groupe de désir versus moins 6% dans le groupe. Donc c'est la première fois, mais c'est la première fois qu'on démontre une atteinte structurale des anti-TNF dans une étude. Si vous avez... Et là, vous tombez en face d'un lobbying de médecins qui font de l'argent parce qu'ils font des évaluations d'IRM et des radios. Parce que ça, c'est facile à faire. C'est juste une radio de bassin. Et je suis sûr que ça ne va pas être divulgué sur le plan international. Parce que j'en discute avec Denis Poddenis à Berlin parce qu'eux, ils ont publié. Parce qu'il faut démontrer. Ça, c'est que statistique. Hein. C'est-à-dire que vous concluez qu'il y a une différence. Quelle est la pertinence clinique? Probablement 0. C'est pas parce que vous avez une érosion en plus à la sacroiliaque que le malade va moins bien. Mais les gens vont dire ça sur la spondylarthrite, ne le disent pas dans le score modifié de Charme dans la polyarthrite. C'est pareil, le score qui va jusqu'à 440, la modification des derniers essais thérapeutiques, c'est 3. Avec un effet thérapeutique de 2. C'est-à-dire que, vous voyez, moi je pense que l'avenir serait là. C'est si on veut démontrer l'effet structural rapide au cours de la spondylarthrite, c'est de prendre des spondylarthrites récentes et de regarder les sacroiliaques. Bon, ça, c'est juste un discours pour ceux qui s'occupent des essais thérapeutiques. Si on revient à la pratique quotidienne, hein, comment évaluer l'effet thérapeutique? Si vous voulez
Qui d'entre vous a évalué l'effet thérapeutique d'un AINS ou d'une biothérapie à l'échelon individuel? Personne. Hein? Donc, ça va poser la question, et je vais terminer là-dessus, sur quand. Quand évaluer l'effet structural? Et je voudrais rebondir sur quelque chose qui me tient énormément à cœur à l'heure actuelle, c'est ce schéma-là. La prise en charge d'un malade, de maladie chronique, pour moi, il y a 3 parties distinctes. Distinctes. La première question, c'est de dire, qu'est-ce que je dois faire pour faire le diagnostic? Ça, vous connaissez par cœur. On vient d'en discuter, le scanner versus l'IRM versus... Ça, c'est facile, c'est le truc standard. Il y a une deuxième question. Si j'ai mon diagnostic qui est fait, quels sont les examens ou les informations dont j'ai besoin pour assurer une prise en charge optimale de mon patient pour les années à venir? Je répète. J'ai fait le diagnostic. J'en suis certain. Ce malade a une spondylarthrite. Par exemple, un homme de 32 ans, rachalgie inflammatoire, sensible aux AINS, radiographie sacroiliite bilatérale de stade 2-3. Quel est le diagnostic? Spondylarthrite. Ah oui, mais vous n'avez pas le cholestérol. Ah, vous n'avez pas la radio de bassin, du rachis. Vous n'avez pas le typage HLA-B27. Vous n'avez pas vous n'avez pas ça. Hein? Par ailleurs, vous avez fait le diagnostic, mais vous n'avez pas évalué l'activité de la maladie. Vous ne l'avez pas informé sur l'évolution naturelle. Vous ne l'avez pas informé, vous ne l'avez pas éduqué, vous ne l'avez pas fait. Et comment vous faites? Hein? Donc, c'est ce que j'appelle l'évaluation initiale systématique que vous n'avez pas fait pour faire dans la démarche diagnostique. Vous me suivez? C'est quels sont les examens à faire alors que vous êtes sûr du diagnostic et vous les faire tout de suite pour assurer une prise en charge ultérieure. Et c'est ce que j'appelle l'évaluation initiale systématique. Systématique veut dire quand bien même le malade ne se plaint de rien, je lui fais le dosage de cholestérol. Quand bien même le malade, je vais rechercher par l'interrogatoire s'il n'a pas fait une uvéite. Vous voyez c'est ce que j'appelle systématique. Et ensuite, encore plus compliqué quand il va s'agir d'imagerie, si le malade va bien sous AINS, et que je le suive, il vient me voir au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, qu'est-ce que je fais de ce malade? Est-ce que je fais un examen physique? À quoi ça me sert de lui examiner son rachis quand il revient? Est-ce que je dois le faire? Je ne dois pas le faire? Et est-ce que je dois lui refaire des radios? Si aujourd'hui, là, le topo, c'est ça. Mais je fais une toute petite digression, parce que mon idée à l'heure actuelle, c'est que ce n'est pas possible pour un médecin tout seul, devant son malade en consultation, de faire les deux. C'est pas possible. C'est techniquement pas possible, parce que c'est facile de prescrire des examens, mais si vous pensez en compte qu'il faut rechercher toutes les comorbidités, s'il faut vérifier l'adhésion thérapeutique, c'est surtout par le suivi, apprendre aux malades à faire du self-assessment, apprendre aux malades à faire du self-management, informer sur le traitement, informer sur la maladie, plus faire des examens, je connais personne qui soit capable de le faire. D'où l'idée générale qui est la suivante, c'est de se dire, est-ce qu'il est complètement débile d'imaginer que qui que ce soit ait fait le diagnostic, le rhumatologue dans son cabinet, le libéral, hospitalier, même bien c'est la même chose, eh bien, il réfère son malade pour faire toute une évaluation systématique initiale, sous la supervision d'une équipe de rhumatologie. Parce que généralement, là, vous avez besoin des clinical assistants. Souvent, ces bilans, c'est des checklists. Donc, vous n'avez peut-être pas besoin de médecins. Mais vous avez besoin d'avoir un programme standardisé qui vous dise, je dois vérifier toutes les comorbidités, les vaccinations, est-ce qu'il est allé chez le dentiste, est-ce qu'il est allé... Et tout ça, ça peut se faire par une checklist très facile. Doser le cholestérol, regarder s'il est normal, et puis s'il est normal, on s'en fout. N'importe quelle infirmière peut faire ça. Hein? Donc, et plus tout ça. Et ensuite, le malade, il est pris en charge par son médecin. Et après, il y a la question des évaluations systématiques. Quand est-ce qu'on recommence? Quand est-ce qu'on en met une deuxième couche? Hein, c'est les évaluations systématiques périodiques. À l'heure actuelle, en France, il y a tout un courant, on en discutait là tout à l'heure au break avec la situation d'Angleterre, mais en France, il y a tout un courant qui va là-dedans. Et nos autorités de tutelle sont très en faveur de ça. Et ils se posent la question de savoir comment on va le faire, financièrement.
Parce que le chose le plus facile, c'est ça là, vous demandez à un hôpital, donc une structure publique, et ce qu'on appelle nous en France l'hôpital de jour. Et vous regroupiez et vous lui faites tous les examens, toute l'éducation, tout ça. Ça, c'est une possibilité. À Cochin, ça coûte 570 € de faire ça. Ça fait cher. Donc, il va sortir en novembre 2020, en France, une nouvelle circulaire pour la prise en charge des maladies ambulatoires. Les bruits de couloir, on pensait qu'entre la consultation payée 23 € ou 30 € et l'hôpital de jour qui coûte 570 €, il va y avoir toute une gamme de prise en charge. Ce que je veux dire par là aujourd'hui, c'est qu'il y a une reconnaissance par nos autorités de tutelle d'une prise en charge comme ça, de ça. Pas du diagnostic, je ne parle pas du diagnostic. Hein. Mais j'ai l'impression j'ai l'impression de me faire comprendre de ce que ça pourrait vouloir dire une évaluation systématique initiale et une évaluation systématique périodique. Et c'est tellement important que, vous savez, c'est venu depuis 1999, où on a commencé les premières recommandations de l'EULAR. En France, on fait ce qu'on appelle les RER, rencontres d'experts en rhumatologie, où depuis des années, en collaboration avec l'Atoire AbbVie, on propose des recommandations sur un sujet particulier. On avait fait ça à l'échelon international, peut-être que vous connaissez mieux, c'est les 3E, Evidence, Expertise, Exchange. Et pour dire, allez, le côté diagnostic, oubliez-le. Et pour imposer aux médecins de les forcer à raisonner, si vous faites le diagnostic de spondylarthrite, qu'est-ce qui vous paraît le minimum indispensable, le corset, le noyau dur, de variables à collecter? Que ce soit les questionnaires patients, les questionnaires de médecins, l'examen physique, la biologie et l'imagerie. Et deuxième question, si jamais vous demandez une imagerie pour une atteinte structurale, imaginez que le malade aille très très bien, et vous le revoyez au bout d'1 an, 2 ans, est-ce que vous recommencez? À quel moment vous allez recommencer? Par exemple, si vous avez dosé le cholestérol à baseline, à quel moment vous redosez le cholestérol? S'il est normal. On ne parle pas d'anormal. S'il est anormal, c'est facile. Et ça, c'est l'examen périodique systématique. Et vous voyez ce logo là? En fait, la semaine prochaine, on va avoir cette réunion en France sur l'utilité de toute la liste en qu'est-ce que les rhumatologues français considèrent comme indispensable dans l'évaluation systématique initiale et à quelle périodicité il faut le faire. Et soyez au courant aussi. Donc ça va sortir. Le premier abstract sera à l'EULAR 2020. En parallèle, Assas revisite le corset des variables à recueillir. Faut-il faire une radio, faut-il faire une IRM, faut-il faire ça? Mais Assas sera focalisé sur, je pense, sur l'imagerie. Alors que nous, on est focalisé on va dans le détail. Alors, c'est par exemple, le malade que je vous dis, 32 ans, il a une spondylarthrite certaine. Ah, mais vous ne savez pas s'il a fait une VIT ou pas. Comment vous vérifiez qu'il a fait une VIT? Interrogatoire simple, ou vous envoyez systématiquement l'ophtalmo. Psoriasis, interrogatoire. Est-ce que vous faites un examen physique? Est-ce que vous regardez la raie des fesses de vos patients et le nombril de vos patients? Vous regardez les lisières du cuir chevelu et les ongles systématiquement chez un gars qui ne se plaint que de rachalgie inflammatoire. Vous voyez? Eh bien, c'est ça qu'on va poser comme question et on va dire le Mickey c'est pareil, tout ça c'est pareil. Edouard. Eh oui, bien sûr. Bien sûr. Mais là, l'idée, c'est de se dire, ça, on le fait chez tout le monde. Et encore une fois, je réinvente pas les choses. Si vous avez un diabète, en France, si vous avez un diabète, tac, vous avez une évaluation systématique initiale. On vous fera un fond d'œil, on vous vérifiera la créatinine, on vous vérifiera un électrocardiogramme. Il y a un minimum d'examen pour faire un bilan de diabète, alors que vous n'avez qu'une glycémie au départ. Et en plus, après, s'il y a une anomalie, là c'est pareil. Si vous trouvez une anomalie, bien entendu. Mais là, la question c'est, le malade va bien. Le malade va bien. Alors, le bilan systématique initial, je pense que c'est assez facile. La périodicité, c'est très compliqué à répondre. À quel moment vous allez refaire des radiographies du rachis à quelqu'un qui va bien? Ça, je vous donne mon appréciation personnelle.
Je ne suis pas sûr du tout que ce sera les conclusions du groupe de travail. Mon appréciation personnelle, il me semble qu'en termes de radiographie, la radiographie du bassin de face, parce qu'on peut imaginer qu'elle n'a pas été faite au moment du diagnostic. En France, de temps en temps, la radio de bassin n'est pas faite, mais le malade a déjà eu l'IRM, qui montre du sacroiliite. Mais il n'a pas eu de radio de bassin. Donc si le malade n'a pas eu ces examens pour faire le diagnostic, quels examens vous paraissent logiques? Il y a beaucoup de gens qui considèrent que moi ce qui me sert le plus, c'est le fait de vérifier. J'ai une radio de base pour vérifier la coxopathie. En fait, c'est ça qui me sert le plus. Hein. La radio des deux épaules, je ne sais pas si c'est utile ou pas. Et lors du suivi, moi je pense que le suivi, si le malade va bien, honnêtement, on n'a aucune donnée dans la littérature. Si le malade va bien, que ça justifie de refaire des radios. Par contre, il est probable que l'examen physique périodique, même s'il va bien, une fois par an, tous les 2 ans, oui, je suis gentil, d'aller faire des examens. Pourquoi? Parce qu'il y a des sanctions qui peuvent... Si jamais vous apercevez, par exemple, qu'il a une diminution de la rotation interne de hanche, vous dites, tiens, c'est pas normal ça. Est-ce qu'il n'a pas une coxopathie silencieuse qui est là et qu'il ne faut pas que je passe à côté? S'il a une perte de la lordose lombaire, il dit, quand même, il l'avait pas la fois d'avant, il l'a maintenant, peut-être qu'il y a une ankylose qui est en train de se faire. S'il a une diminution de l'ampliation thoracique, peut-être que vous allez là faire de nouvelles radios, voir des épreuves fonctionnelles respiratoires. Vous voyez, c'est tout ça qui va... Si ça vous intéresse, participez. Le comité scientifique a fait 41 items. On va poser la question pour 41, pas 2, 3, 41. Nous, on les fait pas du tout. On les fait sans compression. Mais peut-être qu'on a tort. Vous le faites avec compression, c'est ça? Peut-être que c'est mieux pour voir la teinte des sacroiliacs. Ouais. Je voulais terminer là-dessus. Oui, Fadoua? Ça, ce sera ma dernière diapositive sur la progression structurale. Mais vous voyez là, je pense que des sociétés savantes nationales devraient préconiser le bilan initial et le bilan périodique, donner des recommandations du bilan initial et du bilan périodique. Parce que si vous sortez un corps 7 et que tout le monde se dit OK, on est d'accord, on va recueillir ces données, par exemple l'ASDAS ou le BASDAI ou le VI, et si vous utilisez le même outil informatique, vous vous rendez compte après ce qu'on peut faire sur le plan de la qualité des cohortes, la qualité des registres, la qualité de la médecine, et à l'échelon individuel, vous améliorez votre patient. Voilà, je vous remercie.